Bonjour tout le monde. Nous avons le plaisir et l'honneur de vous avoir parmi nous à cet important événement. Ce séminaire est important parce que ceci est dû à plusieurs axes. Tout d'abord, nous parlons de l'Afrique, le continent de l'avenir. C'est une perle, mais qui ne brille pas suffisamment. Pourquoi? Parce que c'est l'Afrique de l'avenir, parce que l'avenir qui est riche en ressources, en jeunes. Ça, c'est la première dimension. Il y a une deuxième dimension qui est la gouvernance, qui est un facteur important parce que sans la gouvernance, le développement ne peut pas être réalisé. Troisièmement, et le cœur de cet événement, c'est que nous avons avec nous la fondation Mo et Ibrahim. C'est la fondation qui a pris la responsabilité à travers Dr Mohamed Ibrahim de travailler dans le domaine du développement durable de l'Afrique, et ceci par des méthodes scientifiques, et ceci en l'absence de statistiques, d'informations et de données, sans que nous ne connaissions pas quelle est la réalité de l'Afrique. Sans tout cela, on ne peut pas parler de développement durable, d'où l'importance de ce séminaire. Et il y a un dernier point. Quand on parle de l'Afrique, nous savons que le monde entier s'intéresse à l'Afrique. Pourquoi? Pour réaliser ses propres intérêts. Il est vraiment qu'il y a des intérêts qui sont réalisés en faveur de l'Afrique, mais en premier lieu, ce sont des intérêts d'autrui, des institutions étrangères qui sont réalisées. C'est pour cela que le fait de tenir cet atelier ici en Égypte, surtout que l'Égypte est au cœur des pays africains. Nous avons plusieurs personnes éminentes. Je veux donner la parole à Monsieur Taoufik, qui est directeur exécutif de la Fondation Mo Ibrahim. Au nom de Dieu, clément, miséricordieux, chers participants, nous avons l'honneur de vous recevoir ici. Comme a dit Dr Abla, nous avons ici une élite d'experts et de scientistes. Vraiment, cette conférence est très importante par rapport au Centre égyptien des études économiques, parce que nous coopérons avec beaucoup d'institutions, et nous allons en parler de l'indice africain sur la gouvernance. L'Afrique est un continent complet où il y a une diversité culturelle, de civilisation historique et économique et autres, mais le fait de parler du continent africain en tant que tout, ça c'est une erreur, parce que chaque pays a ses spécificités, a ses caractéristiques. Et notre réunion d'aujourd'hui est un début sérieux, si pour projeter la lumière sur la situation prévalente en Afrique, cette Afrique qui est une perle et qui a besoin de briller et d'être polie. Au cours des derniers siècles, il y a eu beaucoup de changements, et aujourd'hui, l'Afrique est le continent prometteur. Et je pense que l'indice de la Fondation Mo Ibrahim est un ajout qui peut attirer l'investissement dans le continent africain. Et pour ne pas être long, nous allons commencer maintenant la séance en projetant la lumière sur la Fondation Mo Ibrahim, et par la suite nous reprenons nos activités. Merci. Good morning. My name is... Bonjour, je m'appelle Mo Ibrahim. Je devais être ici avec vous au Caire aujourd'hui, mais malheureusement, je n'ai pas pu venir. J'ai quelques mots à vous dire.
Cette initiative de Dr Abla Abdellatif de tenir cette conférence est importante pour la réflexion think tank en Afrique et pour lancer les débats. Notre fondation est focalisée sur la question de la gouvernance en Afrique. Je crois que ceci est très important. Donc, il est important d'évaluer et de mesurer les questions tout en se basant sur les données, la politique de collecter les données et de les diriger est une question très importante. Ceci est maintenant n'est pas très bien compris par certains leaders africains et l'indice assure un outil pour la gouvernance, la société civile pour savoir où sommes-nous et ce qui a été réalisé et quels sont les résultats des politiques et comment aller de l'avant. Et nous avons comparé avec ce qui se passe dans notre voisinage. Donc, on ne va pas copier ce qui se passe, mais c'est une sorte de processus pour définir la gouvernance effectivement et avoir une structure bien stable, bien solide, pour savoir quelles sont les règles de sécurité, de développement, et aussi pour la société. Il y a des questions économiques, il y a des opportunités pour le relancement des économies, la réalisation du développement durable. Là, il y a des facteurs très importants comme la transparence, il y a le développement humain, il y a l'éducation sanitaire, là, parce qu'il y a aussi, il y a des domaines communs comme les droits de l'homme, les droits démocratiques, bien sûr, il y a des choses démographiques comme les élections, etc. Il y a plus de 100 paramètres. Et l'objectif de ce processus, ce n'est pas de flatter ou de flatter des pays et de critiquer d'autres pays. Mais notre objectif, c'est de mener des discussions qui sont basées sur des données, sur des informations. Nous avons 35 organes partout au monde et chaque indicateur est une référence. Notre continent africain est un réservoir qui comprend tout cela. Et j'espère que vos activités et vos débats seront fructueux. Je remercie Dr Abla Abdellatif et je remercie le Centre égyptien pour les études économiques. Merci et je m'excuse de ne pas être présent parmi vous aujourd'hui. On va commencer maintenant la séance de discussion avec M. Abdelli, le directeur exécutif et chargé de la liaison avec le gouvernement et les institutions africaines et la Fondation Mou Ibrahim. Bonjour à tous. Je voudrais vous saluer tous et je remercie Excellence, ministre, directeur et aussi bien le centre chargé par les études économiques. Et en fait, j'ai été complètement influencée par ce qui a été dit par M. Mohamed Ibrahim. Il a
En fait, il déploie beaucoup d'efforts pour pouvoir améliorer la donne dans les États africains. Et je voudrais également saluer l'initiative de cette rencontre et également les diverses tendances vers lesquelles nous voulons agir. En fait, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. En fait, j'étais depuis quelques années, j'ai laissé mon poste aux Nations Unies et puis je me suis dirigée vers la fondation de Mo Ibrahim parce que je suis complètement convaincue de l'importance de la gouvernance en Afrique. Nous essayons de déployer tout effort pour pouvoir diffuser les informations et les données nécessaires à tous les dirigeants et responsables de par l'Afrique pour pouvoir prendre les décisions judicieuses et saines et pour qu'ils puissent les utiliser comme étant outils capital primordial pour la relance de la condition économique. On ne veut pas critiquer, mais seulement on veut évaluer la performance des pays et en fait c'est un engagement que nous avons pris sur nous-mêmes et avec la collaboration du Centre des études économiques ici en Égypte, on peut appliquer en fait cette tendance ou bien ces tendances sur d'autres pays africains. Nous travaillons dans plusieurs domaines comme l'état de droit, aussi bien que la participation politique et tout le monde en fait de par le continent africain sait de quoi il s'agit. Qu'est-ce que c'est que la Fondation Mo Ibrahim? Nous donnons également des prix d'excellence, nous avons des programmes et des stages de formation économique qui sont faits en collaboration avec des diverses organisations économiques et établissements économiques. Nous essayons en fait de fournir tous ces services aux États africains et en fait nous essayons toujours d'ouvrir des débats sur l'indice de la gouvernance pour pouvoir surmonter les obstacles rencontrés par les États africains. Et cela à travers l'appel et la convocation des experts et des économistes dans nos différents débats. Il s'agit également de l'importance de l'indice de gouvernance. En fait, nous devons toujours savoir pourquoi nous mettons en place en fait cet indice. Ce n'est pas pour critiquer, mais pour évaluer. Nous sommes comme un caméraman qui essaye de prendre la photo pour pouvoir évaluer en fait les faits. Vous avez les données, les informations nécessaires, mais nous nous servons également de certains établissements comme le Centre des études économiques ici en Égypte. En fait, ce sont des outils très importants qui nous aident à mener à bien notre tâche et cela pour pouvoir savoir quels sont les points positifs et les points négatifs ou bien les points faibles pour pouvoir les réparer et aller de l'avant. Donc voilà cet indice dont nous parlons, l'indice de la gouvernance a en fait requis une très grande importance et nous allons discuter en fait cette
indice. Et Madame le docteur Abla est une experte dans ce domaine. Nous voulons aller de l'avant, redresser notre économie africaine et il y a plusieurs blocs et plusieurs États avancés qui ont pu réaliser un bond au niveau de la performance. Et si nous allons en fait collaborer ensemble, nous allons en fait réussir dans tous les domaines et y compris la gouvernance. Et merci de votre attention. Dr Farouk Albez, directeur du centre de télédétection à l'Université de Boston. On n'a pas besoin de faire connaître Dr Farouk Albez. Bonjour tout le monde, je suis très heureux et j'ai l'honneur et le plaisir de participer à ce séminaire parce que cette fondation a une place particulière pour moi. Moi, j'étais membre de ce centre des études économiques. J'étais membre de ce centre à ses débuts. Et aujourd'hui, comme vous savez, le président du centre est une personnalité de marque et qui est un intellectuel. Notre ami docteur Abla Abdellatif est très qualifié. Les spécialistes en la matière et dans ce domaine et a vraiment des écritures très distinguées et de valeur. Et toutes les réunions qu'elle tient sont très importantes et la présence de docteur Abla est très importante parce qu'elle sait comment traiter les gens d'une manière très gentille. J'ai vu comment elle traite gentiment le personnel du Centre des études économiques. Cet aspect est très important parce que le leader de n'importe quel groupe, de n'importe quelle communauté, son rôle n'est pas de dire bon, il est venu, il est arrivé, mais non, le rôle de tout directeur est de promouvoir l'action et les activités de son personnel et de promouvoir leur performance. Non, il n'est pas nécessaire que le président de n'importe quel centre soit quelqu'un de renommé, célèbre, mais il faut que ce soit quelqu'un de performant, qui sait faire travailler son personnel. C'est ce que fait Dr Abla. C'est pour cela que je remercie Dr Abla pour cette attitude. Le fait de tenir une conférence pour parler de l'Afrique est une question très importante. Pourquoi? Parce qu'à un point de vue, nous, en Égypte, nous avons oublié que nous faisons partie de l'Afrique, que géographiquement, nous sommes situés en Afrique. Et ceci prévaut depuis 50 ans déjà. Pourquoi? Parce que nous sommes dirigés vers l'Europe, vers le Nord, vers la Russie, mais on a cessé de se tourner vers nos voisins. Du temps d'Abdel Nasser, nous sommes dirigés vers la Russie, et du temps de Sadat, nous sommes dirigés vers l'Amérique et maintenant nous nous dirigeons vers l'Europe. Et on n'a jamais accordé l'importance à nos voisins africains. Et pour nous, Égyptiens, notre création, on aurait dû s'intéresser aux ces personnes qui se trouvent au sud, à l'ouest, le Nil qui court du sud vers le nord. Mais nos ancêtres savaient très bien où ils vivaient, où ils étaient situés, les pharaons. La reine Hatshepsut, elle est la reine très héroïque qui a gouverné l'Égypte. La reine Hatshepsut nous a rappelé
où était notre situation géographique. Tout ceci enregistré dans son temple, le temple El-Der el-Bahari, à l'ouest du Luxor. Sur les murs de ce temple, tout ceci est gravé. D'après ces gravures, nous avons pu savoir qu'il y a une mission a été envoyée par la reine Hatshepsut vers les pays de pente, c'est-à-dire vers l'Éthiopie. Ça, c'était depuis les anciennes ères, les ères pharaoniques. Et les missionnaires sont revenus du pays de pente avec des cadeaux, des animaux. Donc, ceci nous rappelle que nous devrions avoir de bonnes relations avec les gens qui nous entourent, avec notre environnement, avec nos voisins. Nous sommes, je peux dire, dans une banlieue qui s'appelle l'Afrique et avec laquelle nous devons coopérer. Si nous avons de bonnes relations avec nos voisins et nos frères, cette relation sera beaucoup utile pour nous et pour tout le monde. Mais nous avons oublié cela. Nous devons aller découvrir nos frères, les scientistes et les intellectuels au Tchad ou dans les autres pays. Il y a des Africains qui disent pourquoi l'Égypte nous oublie. Pourquoi l'Égypte nous oublie. Le président Omar Bongo, président, il s'est demandé, est-ce que l'Égypte ne sait pas que nous sommes frères africains? Et même au niveau de la rue africaine, il se demandait, mais où se trouve l'Égypte? Parce que ces Africains savaient depuis les temps anciens que l'Égypte faisait partie de l'Afrique, puisqu'il y avait des missions qui partaient de l'Égypte vers les pays africains, comme a fait la reine Hatshepsut. Mais nous, à la moitié du dernier siècle, on a oublié tout cela comme si l'on vivait en Europe. On a oublié nos frères. Nos frères africains ont besoin de médecins, de vétérinaires, d'ingénieurs. Nous avons en Égypte toutes ces expertises. Nous avons tous ces gens dans tous les domaines. Alors pourquoi ne pas envoyer nos expertises aux pays africains qui ont besoin de tout cela? L'ingénieur, ancien ministre Ibrahim Mahlem, envoyait des ingénieurs à travers son entreprise aux pays africains. Et ces pays connaissent bien, sont bien conscients de notre valeur. Et ils savent qu'au moment où nous allons coopérer avec eux, notre but serait alors de réaliser leurs intérêts et nos intérêts également. Nous avons un grand nombre de personnes qui ne trouvent pas de travail et qui vont vers l'Europe pour travailler. Et là, ils sont maltraités en Europe. Mais si cette main-d'œuvre va en Afrique, va dans les pays africains, ils vont travailler et ils seront très bien traités. Donc, si l'Afrique progresse, si l'Afrique avance, nous aussi, nous allons progresser, nous allons avancer au niveau économique, au niveau de l'agriculture, au niveau du développement. Donc, on est tombé dans une erreur très grave, à savoir le fait de négliger l'Afrique. Donc, non, nos frères africains nous aiment et nous aussi, nous aimons nos frères africains. C'est pour cela que nous devons aller vers nos frères africains, entretenir de bonnes relations avec nos frères les Africains. Et nous devons coopérer avec nos frères africains. Donc, si nous travaillons en faveur dans la région où nous vivons, nous allons trouver des emplois pour nos jeunes, nous allons progresser, nous allons nous développer. Et ici, en général, la Chine fait beaucoup
beaucoup d'entreprises et beaucoup d'activités en Afrique, bien que la Chine ne connaît pas l'histoire de l'Afrique, ne connaît pas la culture de l'Afrique. Si on était en bon terme avec nos frères africains, la Chine aurait passé par nous d'abord avant d'aller dans n'importe quel pays africain. Moi, tout ceci est dans mon intérêt. Donc, il faut que nous entretenions de bonnes relations avec les pays africains au moment où les grandes puissances élaborent de bonnes relations avec les pays africains. Mais vraiment, c'est un échec pour nous. C'est un échec, vraiment. C'est un échec pour nous et nous devons nous apercevoir de tout cela et essayer de remédier à cela. Et comme vous le savez, moi je parlais depuis des années du passage qui partait de la Méditerranée jusqu'au sud du Soudan pour relier toutes les villes de la Haute-Égypte ensemble. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup négligé la Haute-Égypte. J'ai voulu créer des voies qui relie toutes les villes de la Haute-Égypte, et ceci pour relier tous les services, que ce soit un hôpital, une école, etc. Et toutes ces voies seront reliées à partir de la Méditerranée et jusqu'au sud. Donc, c'est ce que j'ai appelé le couloir ou le passage de développement pour l'Égypte. Hein, il faut, ce passage doit continuer à partir de la Méditerranée et allant jusqu'au Cape Town en Afrique du Sud. Parce que nous n'avons pas de chemin de fer qui relie tous ces pays africains. Et il y a beaucoup de lignes qui relient l'ouest de l'Afrique, mais pas le reste de l'Afrique. L'Afrique du Sud a fait des voies qui partent de Cape Town et jusqu'en Rhodésie. Donc, il faut que ce passage commence par la Méditerranée jusqu'au sud de Liban, et après 10 ans, on passe de Khartoum jusqu'à la Rhodésie pour assurer des voies de transport d'électricité et même des chemins terrestres pour relier le nord, c'est-à-dire le nord de l'Afrique, au sud. Donc, ceci dit, la coopération avec l'Afrique est dans notre intérêt scientifiquement, culturellement, financièrement, par rapport aux emplois destinés aux jeunes. C'est pour cela que je suis très heureux que ce centre d'études économiques travaille dans ce domaine et renforce cette pensée. Il faut que les scientistes, les médecins, les ingénieurs se réunissent avec leurs frères africains pour reprendre conscience de cette réalité et pour dire que tous ces Africains sont nos frères et sœurs. Et vraiment, je suis très heureux de participer à cette réunion et je remercie mon frère Mohamed d'avoir créé cette fondation et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le Docteur Faro. Et maintenant, nous avons l'ambassadeur Mohamed Labranche. C'est le doyen des ambassadeurs africains et ambassadeur du Cameroun en Égypte. Au nom de Dieu clément et miséricordieux,
En fait, Premier ministre, Excellence, ministre, honorables invités, mesdames et messieurs, en fait, je suis vraiment très heureux de prendre la parole parmi vous aujourd'hui. Et je voudrais tout d'abord remercier Madame le docteur Abla Abd Latif, directeur exécutif du Centre égyptien des études économiques, pour m'avoir donné cette opportunité pour débattre ces questions importantes et les défis importants rencontrés par les États africains à ce moment aussi important. Et nous sommes tous conscients de l'importance du leadership et nous sommes tous conscients également de différentes tendances. Le continent africain, c'est le continent du futur, de demain. Donc, quand nous écoutons en fait ce slogan ou bien cette phrase, nous commençons à rêver. Comment réaliser cela? Parce que, en fait, les rêves et les opportunités sont disponibles ou bien seront disponibles, mais avec la bonne gestion. Sinon, en fait, nous allons tomber dans l'utopie. Donc, réfléchissez à cela. L'Afrique, c'est la terre de demain, du futur. Et en fait, on a toujours parlé de Afrique. Donc plusieurs Afriques. En fait, nous avons des domaines de commerce et le commerce a beaucoup changé. Les ressources, en fait, du sol également sont disponibles. Il y a également les pays ou bien les États qui viennent pour réaliser certains intérêts et pour exploiter les ressources africaines. Et depuis quelque temps, on disait que l'Afrique était une colonie exploitée, mal vue. Et également, c'était une scène de guerre et selon les diverses idéologies. Maintenant, nous parlons de l'image de l'Afrique. Nous voulons changer notre avenir. Donc, on ne peut pas prévoir complètement le futur, mais nous avons des points forts susceptibles de changer notre condition économique. Et nous devons toujours chercher d'autres alternatives pour pouvoir aller de l'avant. Donc, nous devons commencer avec l'analyse du présent et l'analyse du passé pour pouvoir en tirer les enseignements. Quelles sont les trajectoires à entreprendre pour pouvoir créer un avenir meilleur? Quand je parle des ressources, je ne parle pas seulement du sol, de la terre, mais je parle des ressources humaines également. Mesdames et messieurs, quand nous parlons des ressources humaines, nous devons être fiers de la présence de ces jeunes parce que le continent africain est un continent jeune
la population jeune est assez grande, aussi bien que la femme autonomisée. Cela peut en fait jouer grandement à la relance de notre continent africain. Je vois que cette réunion est une opportunité d'or parce que à travers les discussions et les débats basés sur les données et les informations exactes qui sont présentées et offertes par les institutions compétentes, nous pouvons faire face à tous les défis et nous allons pouvoir concrétiser nos rêves. Donc, maintenant, j'aimerais bien que nous pensions ensemble sur tous ces éléments importants. Est-ce que nous allons construire l'Afrique pour les intérêts d'autrui ou bien nous allons nous méditer davantage pour avoir des plans de travail, des plans d'action, des législations et des procédures à travers lesquelles nous pouvons réaliser l'Afrique dont nous rêvons. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Labranche. Et nous avons maintenant l'ambassadeur. Monsieur le Premier ministre, l'ancien Premier ministre, messieurs les ministres, honorables invités, en fait, je vais essayer au cours des 10 minutes qui m'ont réservé de parler de l'importance de la gouvernance, de l'application, de la gestion de la gouvernance, non en ma qualité de ministre, mais en fait en ma qualité d'économiste, observateur des différentes tendances de par le monde entier. Et j'aimerais bien dire que la fondation de Mo Ibrahim, je l'appelle à méditer davantage sur ce que je vais dire et également de transmettre en fait toutes les données aux autres États africains. J'aimerais tout d'abord saluer et remercier le ICES et je suis vraiment très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. J'aimerais bien pouvoir ajouter quelque chose de valable. Donc, les États, que ce soit les États européens, les États avancés ou bien les États développés, n'ont pas pu en fait réaliser une réussite sans des données valables. Il y a également le côté du secteur privé qui joue un rôle important à cet effet et qui contribue activement avec les gouvernements. Donc, le cadre légal est très important également. Nous parlons actuellement des fédérations ou bien des chambres de professionnels industriels qui jettent les fondements nécessaires et qui gèrent et forment les membres qui se trouvent à l'intérieur de ces institutions. Elles surveillent
surveillent, elles sont chargées de plusieurs fonctions. Elles mettent en place la certification des membres. En fait, ici, on ne parle pas de gouvernement, mais on parle des professionnels. Donc, pour qu'on puisse réaliser des réussites, les professionnels devraient jouer un rôle dans ce domaine. Donc voilà, la régulation est importante sans être déléguée par les gouvernements. Sans ces fédérations ou bien ces unions, ces États ne pouvaient pas réaliser les succès sans la part du gouvernement, et pour pouvoir réaliser la durabilité du secteur des entreprises, il est lié, foncièrement lié aux professionnels. Et je parle également du secteur privé qui est vraiment la locomotive du développement dans n'importe quel État. Ce n'est qu'une petite introduction. Je voudrais également faire allusion à l'expérience de l'Union européenne, l'Allemagne, la France, l'Espagne, l'Italie, le Japon. Ce sont tous des pays avancés, mais pour les pays en voie de développement, je peux dire la Singapour, la Namibie. Mais si nous voulons parler d'un certain modèle, on va parler de l'Allemagne, le modèle Allemagne. Si vous allez surveiller sur le site, vous allez pouvoir savoir comment le secteur privé a été intégré. Donc, pour la gouvernance dont nous parlons aujourd'hui, je vais vous donner une idée sur cela ici en Égypte et l'évolution en fait de la gouvernance au sein des institutions égyptiennes. Donc, maintenant, nous sommes en cours de changer les statuts pour améliorer le statut de la gouvernance en Égypte. Je vais partager avec vous quelques informations tout en respectant le temps qui m'a été réservé. Pour les principales règles, ce sont comment on choisit les membres du conseil d'administration dans les institutions, sur les différentes formes d'institutions. Il y a aussi le rôle important du conseil d'administration pour la mise en place des stratégies. On avait en fait un problème au niveau du choix des administrateurs. Parfois, la candidature est faite en se basant sur des compliments ou bien un genre de népotisme ou bien donc nous avons fait une base de données en proposant les diverses descriptions voulues. Donc il y a des exigences à remplir pour pouvoir accéder à ce poste. Donc il doit être expert et expert en dehors en fait de ces institutions. Il y a une exception également. C'est toujours, nous nous focalisons davantage sur l'expertise. Donc la base de données est une condition préalable pour pouvoir approuver une candidature. Il y a aussi la représentation équitable et relative au sein des institutions. Si j'ai des actionnaires qui en fait ont à peu près 40% dans une société, on dit que la représentation devrait être claire au sein du conseil. Donc, je dois parler
au niveau de ces 60%. C'est pour cela que la représentation proportionnelle devrait être respectée. Intégrer également les statuts importants au niveau de la compétence et cela pour pouvoir candidater des personnes qui sont vraiment à la hauteur et qui sont compétentes. Donc, pour ce qui est de l'Égypte et pour nos institutions. Il y a des institutions qui ont perdu leur capital. Elles ont continué à travailler et la perte a été redoublée. Donc maintenant, il y a une loi légale en disant que l'institution ne pouvait pas continuer à travailler si elle a perdu en fait le capital ou bien son capital. On ne doit pas protéger une institution qui perd, abstraction faite de la participation du gouvernement à cette institution. On doit mettre un terme à cela. Pour ce qui est des règles de déclaration, des listes financières qui devront être soumises tous les trimestres de l'année, donc pour pouvoir évaluer de près l'avancement de ces institutions. Pour ce qui est de la représentation également du gouvernement, des institutions principales ou bien des sociétés principales devraient être basées essentiellement sur l'expertise et non pas sur d'autres éléments ou bien d'autres conditions. Donc, j'aimerais bien avoir donné un aperçu général de ce qui se passe, que ce soit à l'étranger, dans le monde ou bien au sein de l'Égypte. Et je suis tout prêt à vous donner davantage des informations. Et merci de votre attention. Merci, Excellence le ministre. Et maintenant, nous avons son Excellence, Monsieur l'ingénieur Ibrahim Mahleb, ancien Premier ministre et directeur exécutif de la société du groupe Beit El Khibra. Excellence, chers collègues et Excellence les ministres et les ambassadeurs, en parlant de l'Afrique, moi je parle d'une expérience humaine et je vais résumer tout ce qui a été dit, que ce soit par Dr Farouk ou par son Excellence le ministre. Comme a dit Dr Farouk, nous sommes distants de l'Afrique. Nous sommes loin de l'Afrique. L'Afrique est le passé et le présent. Dans le passé, l'Égypte a joué un rôle très important de par le passé. Si nous regardons la carte géographique de l'Afrique jusqu'aux années 60 du siècle dernier, deux pays seulement étaient indépendants, l'Égypte et le Soudan. L'Égypte jouait un rôle grandiose dans les mouvements de libération dirigés par le leader président Gamal Abdel Nasser. Et tous les pays africains n'oublie pas cela. Dans chaque pays africain que j'ai visité, je trouve une place ou bien une rue qui s'appelle Gamal Abdel Nasser. Et en Guinée, il y a l'université Gamal Abdel Nasser. Pourquoi? Parce que dans les années 60, les mouvements de libération se sont lancés et les pays africains ont accédé à l'indépendance, ont célébré l'indépendance de ces pays. Il y avait
rencontré des grands leaders, Abdel Nasser, Nkrumah, Sékou Touré, Ahmed Ohidjo. Bon, ces leaders et ces présidents constituaient pour nous l'espoir. Et l'Égypte a abrité et hébergé tous les mouvements de libération africains. Et l'Égypte en a payé le prix, et ceci par l'agression tripartite sur l'Égypte. Et aussi l'Égypte a pris part à la lutte d'Algérie pour la libération. Donc, l'Égypte est le passé et le présent. Moi, j'ai commencé à travailler en 1994 en Afrique. C'était au Nigeria. Et c'était une très bonne expérience parce qu'en fin de compte, j'ai remis les activités de notre entreprise après avoir réalisé toutes les des projets dans 11 pays. Moi, en tant qu'être humain, je peux dire, comme je disais toujours, je suis fière d'être africain. Pourquoi? Parce que effectivement, l'Afrique vous rend fier. C'est un continent très riche, mais qui a perdu son passé à cause de l'occupation et la colonisation sévère qui a beaucoup volé de ses richesses. Vraiment, les Africains n'ont pas de rancune, n'ont pas des sentiments hostiles, au contraire, ils ont coexisté avec tout le monde. En Afrique du Sud, là, vous pouvez constater comment, par exemple, le Sud-Africain n'a pas de rancune. Au contraire, il a toujours des sentiments de coexistence et de réconciliation. Telle est la nature de l'être humain africain. Et il y a maintenant un plan qui, d'ici l'an 2063, c'est un plan d'action pour les réalisations du développement durable. Et l'Égypte a pris part à l'élaboration d'un plan d'action quinquennal pour réaliser les objectifs de 2063. Moi, j'ai fait un bilan pour montrer combien l'Égypte s'intéressait à ce processus. Si nous regardons les visites qu'effectue le président El-Sisi à l'étranger, on constatera que 30% de ces voyages, de ces visites étaient pour des pays africains. Il y avait 25 visites aux pays africains en 2019. Le Centre international de règlement de litige a tenu sa réunion au Caire. Nous avons hébergé la conférence africaine de météorologie et l'Égypte a participé à tous les sommets africains. L'Égypte a participé à toutes les conférences bilatérales africaines, américaines ou africaines, européennes, comme Afrique et États-Unis, Afrique, Russie, Afrique, Allemagne. Donc l'Égypte a pris
pris part à toutes ces conférences et comme a dit le docteur Farouk, la constitution égyptienne a stipulé en l'an 2014 que l'Égypte fait partie du continent africain et c'est l'extension et l'étendue de l'histoire et de la géographie et le fait de relier Alexandrie à Cape Town, au Cap, est un projet qui est en cours d'études au ministère du Transport et c'est une vision futuriste. Et en ce qui concerne la santé, sans aucun doute, l'Égypte a offert beaucoup de choses, surtout la dernière initiative du président de la République qui consiste à faire guérir des milliers d'Africains contre l'hépatite C. Et maintenant, je vais revenir à la dimension humaniste. Nous avons travaillé dans 12 pays, 13 pays. Mais est-ce que nous avons travaillé dans tous les pays? Non. Bien que nous avons des cadres africains extraordinaires et l'éducation en Afrique est excellente. Nous avons trouvé des personnes qui travaillent dans le domaine des finances, dans le domaine des comptes. Et vraiment, il y a beaucoup de personnes qualifiées qui travaillent dans les divers pays africains. Donc, nous avons les potentialités. Nous devons avoir confiance dans les capacités des Africains, même la main-d'œuvre technique est magnifique, est extraordinaire. Au Cameroun, nous avons eu recours à la main-d'œuvre africaine dans le domaine de la mécanique et dans le domaine des équipements, bien que les équipements qui étaient utilisés étaient très compliqués, mais malgré cela, la main-d'œuvre africaine était excellente, a fait un excellent travail. On a toujours travaillé avec une main-d'œuvre africaine, non pas avec une main-d'œuvre étrangère. Par exemple, quand on travaillait dans un petit village, quand on créait une unité médicale, cette unité médicale guérissait des centaines de personnes. C'est pour cela qu'on a eu de bonnes liaisons avec moi personnellement, j'ai eu de bons rapports, de bonnes relations avec mes frères africains. J'ai obtenu 3 prix de la part de 3 pays africains. Non, pas c'est à cause du travail que j'ai fait, mais parce que j'entretenais de très bonnes relations, d'excellentes relations avec ces pays. Et moi, je remercie Dr Abla pour la tenue de cette conférence, mais je lui demande de tenir une conférence qui regroupe les institutions égyptiennes, privées et publiques qui ont des activités sur le champ en Afrique. Non, pourquoi? Pour pouvoir collecter les données, mais d'une manière pratique. Il y a toujours une pensée extraordinaire. Il y a de très bonnes intentions. Il y a beaucoup d'accords qui existent. Mais nous voulons connaître quelle est la situation réelle sur le champ pour pouvoir ouvrir de nouvelles perspectives, de nouveaux horizons. L'Afrique a plus de 50% du phosphate, mais ces richesses ont été pillées. Donc, il faut savoir comment développer nos potentialités et comment protéger l'Afrique moyennant la gouvernance. Non, nous voulons protéger ce qui nous reste, les richesses qui nous restent, les potentialités qui nous restent. Vraiment, nous avons des fondations extraordinaires, comme la fondation Mo Ibrahim et d'autres. Et moi j'ai envie d'avoir une fondation égyptienne africaine. Pourquoi? Parce que l'expérience égyptienne que nous vivons actuellement est magnifique, extraordinaire, que
surtout en regardant le nombre de projets qui ont été réalisés en Égypte au cours d'un court laps de temps. Ça, c'est un exemple à savoir. Et nous avons pu obtenir un projet très important, à savoir le barrage de Tanzanie. Quand on parlait de ce projet, il y a des gens qui nous disaient, depuis les années 60, vous n'avez pas construit de barrage. Je leur ai répondu que nous avons construit beaucoup de barrages en Égypte. Le barrage, c'est quoi? Ça, géotechniquement au monde, il y a eu un projet qui est la deuxième branche du canal de Suez. Concrètement, nous en avons beaucoup de projets. Donc, si nous regroupons tout cela, cela va constituer un vrai barrage. Je ne veux pas être long, mais il faut prendre en considération deux éléments. Il faut que nous ayons la volonté et la capacité. Nous devons réunir ces deux facteurs, la volonté et la capacité. Je vous remercie de cette rencontre. Je suis très heureux de m'entretenir avec cet aéropage de personnes élites. Je vous remercie tous et vraiment j'encourage la Fondation Mo Ibrahim. Dr Abel a dit que la troisième séance projettera la lumière sur les expériences égyptiennes. Je veux dire que sans gouvernance, sans transparence, sans responsabilisation, on ne pourra pas réaliser quoi que ce soit. On dit qu'on a eu un ennemi extérieur, mais en même temps, nous avons un ennemi interne. Et lorsque les deux s'associent, les résultats deviennent catastrophes. C'est pour cela que nous devons bien mettre l'accent sur la gouvernance, la transparence et la responsabilisation. Dans mon discours, j'ai oublié de vous dire que je ne serai pas présent à la troisième séance. Je voudrais déclarer le lancement de la première phase du projet Goussour pont qui regroupe l'Égypte et des pays dans l'Est et le centre de l'Afrique. Nous organisons des cargaisons à partir du port d'Al-Ain Sokhna et nous allons choisir deux pays au moins de l'Est de l'Afrique. Nous avons des dépôts là-bas parce que nous voulons assurer des services de transport terrestre et aussi de transport maritime jusqu'à ces dépôts, et ceci dans le cadre du projet ou de l'entreprise Goussour, pont de liaison, et nous créons un projet commercial, exportation et importation qui relie les 10 pays qui entourent ces deux grands dépôts. Les entreprises qui y travaillent appartiennent au secteur privé, mais il y a une entreprise aussi qui relève de mon ministère et prendrait part aussi les banques nationales d'Égypte et la banque du Caire. Et comme a dit son Excellence le Premier ministre, nous comptons dans le processus de commercialisation et de médiation sur des capacités
des citoyens africains. Nous étudions quelles sont les potentialités et les capacités des usines africaines pour que l'on puisse exporter des produits et des marchandises aux pays africains. Et j'aimerais que nos projets englobent l'investissement et l'industrie. Parce que, comme vous le savez, les matières premières africaines sont tirées de l'Afrique et sont exportés jusqu'aux divers pays du monde, en Europe et autres, et reviennent des produits finis. Non, nous ne voulons pas cela. Nous voulons que nous puissions fabriquer des produits semi-finis ou des produits complètement finis. Et nous, au Moyen-Orient, nous avons 3 pays qui produisent l'aluminium. Dans l'aluminium, nous avons l'élément, la bauxite. Et la bauxite abonde en Afrique et au Ghana. Le Ghana possède 25% des réserves de la bauxite, mais malheureusement, le Ghana n'industrialise pas la bauxite, mais le Ghana exporte la matière qu'on appelle alumina, et l'alumina est utilisé dans la fabrication d'aluminium. Là, nous avons en Égypte une usine pour cela, et aussi aux Émirats. Il y a une autre usine pour la fabrication de l'aluminium. Alors, si nous coopérons avec le Ghana, même le Ghana ne possède pas l'électricité. Bon, nous méritons que nous soyons, nous, les précurseurs dans l'industrialisation de la bauxite pour qu'on puisse développer le commerce interne entre les pays africains pour que le taux du commerce interne dépasse le 12%, qui est un taux très minime et très faible actuellement.